Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi, je vais vous faire un petit peu de virologie pour introduire la session. Je ne vais pas vous présenter toutes les slides, je vais insister sur une quinzaine de slides pour avoir un peu de temps pour discuter. Juste pour introduction, dire qu'on est à la troisième émergence d'un coronavirus dans la population humaine depuis le début du XXIe siècle, avec une émergence, on va dire, contrôlée avec un peu de chance en 2003, un virus qui a essentiellement circulé en Chine. Une deuxième émergence en 2012 avec un virus qui fait encore l'objet d'une alerte sanitaire, qui a une mortalité élevée de l'ordre de 38%, mais qui diffuse mal en population générale. Et puis une émergence extrêmement réussie depuis l'année dernière avec un coronavirus qui a une transmission interhumaine et qui est très bien adapté à nous. Donc, je passe. Donc là, je vous montre cette vague d'émergence pour juste montrer que le virus est en train encore de pénétrer dans la population humaine. Il est maintenant ubiquitaire. Il n'a, pour le contraindre, aucune immunité, on va dire, naturelle collective, ni aucune immunité croisée avec les autres coronavirus, ces cousins qui circulent dans notre population depuis longtemps. Évidemment, aucune encore immunité vaccinale, puisqu'on est au début de la vaccination, ni aucune contrainte médicamenteuse, puisqu'il n'y a pas d'antiviraux utilisés à grande échelle. Donc, en fait, ce qui contraint sa circulation, ce sont les mesures de santé publique, les confinements et les conditions climatiques qui sont variables dans les différentes régions du monde. Et donc, vous avez cette grande vague d'émergence. Et si vous regardez plus localement, eh bien, vous avez, par exemple, dans notre pays, on définit une première vague, puis une deuxième vague. Donc, le R0 de ce virus est largement supérieur à 1, en rappelant que le R0 est une donnée qui n'est pas homogène et qu'il y a dans la diffusion du virus l'existence de superpropagateurs. Donc, je passe assez vite là-dessus pour aller directement passer sur l'émergence pour aller directement vous parler du virus. Vous avez en haut à droite l'organisation génétique de ce virus. Donc, c'est une molécule d'ARN qui est caractérisée par sa très grande taille. Et vous avez en marron les deux premiers cadres de lecture qui représentent à peu près 20 000 nucléotides. C'est à peu près 2 fois un génome HIV. Et ces gènes codent pour des protéines qui servent à la multiplication du virus. Tout ça pour dire que ce virus a un équipement enzymatique extrêmement important. Vous avez ensuite en vert les gènes qui codent les protéines de structure de la particule virale qui est représentée au centre et dont on va reparler. Et puis, vous avez en gris un certain nombre de gènes qui codent des protéines non structurales qui sont assez mal connues et qui interviennent en fait dans la relation hôte-virus. Un petit aparté pour le cadre de lecture 8, l'ORF8, dont on va reparler, qui est une région qui est extrêmement diversifiée dans le génome et dont on sait qu'elle a joué un rôle important pour le SARS-CoV de 2003 lors de l'adaptation de la civette à l'homme. Donc au centre, vous avez la particule virale avec l'ARN entouré de sa nucléocapside représentée en vert. La protéine de nucléocapside est importante parce qu'elle est largement utilisée pour le diagnostic, dont vous parlera Christelle. Vous avez une protéine ensuite de matrice qui est représentée en rose ici, qui est un constituant protéique majeur de la particule virale qui est assez peu utilisé pour la détection. Et vous avez l'enveloppe en violet qui porte à sa surface plusieurs protéines, une petite protéine E, on utilise cette région pour les PCR, et puis la protéine de surface qui est la plus célèbre parce que pour les virus enveloppés, cette protéine, eh bien, elle a un rôle majeur à la fois pour l'entrée du virus dans la cellule. Donc cette protéine, c'est une protéine de fusion de type 1, organisée en trimères, qui ressemble un petit peu à la GP160 de HIV. Donc il y a une partie tige et qui comporte le peptide de fusion, qui permet vraiment l'entrée du virus dans la cellule, et une partie glomérulaire qui a un site
qu'on connaît maintenant, qui est le RBD, le Receptor Binding Domain, et qui joue un rôle clé pour l'accrochage du virus sur le récepteur ACE2. La partie tige et la partie glomérulaire doivent être clivées, et cette zone de clivage est également importante. Donc, juste pour aller rapidement, vous avez ici la séquence donc, du récepteur binding domain, juste pour vous montrer que il y a 6 positions clés et que ces 6 positions clés, elles sont très regardées parmi les variants. Et vous voyez en position 501, donc une position qui est mutée dans le fameux variant anglais et qui fait dire que cette mutation fait de ce variant, invoque un variant of concern, un variant d'intérêt qui impacte la biologie du virus et probablement donc, la transmission. Donc vous avez un site de clivage qui est polybasique, et ça, en virologie, on sait que ce type de site de clivage, en fait, favorise l'entrée des virus parce que le clivage peut être réalisé par un très grand nombre de protéases et non pas uniquement des protéases, on va dire, très spécialisées. Donc, je passe assez rapidement là-dessus. Christelle vous parlera donc des protéines qui sont, enfin, des techniques de détection qui utilisent beaucoup, donc la protéine de nucléocapside N qui est assez conservée au sein de l'espèce SARS-CoV-2 et la protéine S qui est beaucoup plus diversifiée et qui permet plutôt les études de variants. Évidemment, cette protéine S, elle porte les épitopes qui vont générer des anticorps neutralisants et c'est cette partie qui est ciblée par les vaccins. Donc, je passe là-dessus et je reviens là pour vous dire que vous avez entendu dire que finalement, les coronavirus étaient des virus qui mutaient assez peu. Pourtant, ce sont des virus ARN. Il faut savoir que les coronavirus, au cours de l'évolution, ont acquis en fait une capacité à corriger leurs erreurs. Les virus qui ont des génomes ARN de petite taille, comme HIV, comme l'hépatite C, comme la grippe, eh bien, quand ils copient leur génome lors de la multiplication, ne corrigent pas les erreurs et cela génère évidemment de nombreux variants potentiels. Le problème pour le coronavirus, c'est qu'il a une très grande taille et qu'il ne peut pas, avec ce système, se maintenir dans la nature s'il ne corrige pas ses erreurs, parce qu'il atteint ce qu'on appelle un seuil catastrophe, un nombre trop grand de mutations. Donc, en fait, les coronavirus sont des virus ARN qui ont un haut niveau de mutation, qui est quand même moins élevé que les virus qui ont une molécule d'ARN de petite taille, mais qui reste plus élevé que les virus à ADN. Alors, pourquoi ces virus on dit qu'ils sont en fait, ils sont faits pour émerger. Donc, ils évoluent par mutation, même s'il y a une petite contrainte par la correction des erreurs. Le fait qu'ils soient de très grande taille leur permet de supporter des délétions et des insertions importantes. Ils évoluent par recombinaison génétique, on n'en parle pas encore beaucoup, mais tout coronavirus est un virus chimère et un recombinant de plusieurs autres virus. Alors, ils donnent des infections aiguës, mais donc dans certaines populations, et notamment les immunodéprimés, ils sont capables de donner des infections persistantes. Plus un virus se multiplie longtemps, soit à l'intérieur de l'hôte, soit à l'intérieur d'une population, plus il a un risque d'évoluer vite. Donc, ce sont des virus pour lesquels une surveillance virologique est nécessaire. Et cette surveillance virologique va nous permettre de faire du traçage épidémiologique. Et la question se pose toujours sur l'effet de la biologie et l'impact sur l'infection. La protéine la plus surveillée, évidemment, c'est la protéine S. Donc voilà, donc avec cette évolution et ces marqueurs épidémiologiques, on est capable de définir 7 clades, 4 clades et 3 sous-clades. Et là, vous avez un arbre phylogénétique qui vous représente la distribution de ces différents variants à partir de la base internationale qui compte maintenant 345 000 séquences complètes. Et donc, vous avez vu, la France est assez peu pourvoyeuse en séquences complètes.
Donc, dans les différentes régions du monde, vous n'avez pas exactement les mêmes variants qui circulent, mais vous voyez en bas qu'un variant va remplacer l'autre et qu'on n'a pas fini d'entendre parler de variants qui émergent et qui va remplacer progressivement le virus qui est juste avant lui dans l'évolution. Donc, les variants, on regarde surtout la protéine S et puis cette ORF8, dont on sait on ne sait pas grand-chose d'elle, mais dont on sait qu'elle a un rôle important, notamment dans l'immunité innée. Alors, le premier variant dont on a beaucoup parlé, c'est le variant D614G, donc une variation d'un acide aminé au sein de la protéine de surface. Et rapidement, ce variant est devenu majoritaire. Ça s'est passé dès le mois de février-mars 2020. Et in vitro, on n'avait plus montré que le virus avait une meilleure efficacité d'entrée dans les cellules et que le clivage de la partie tige et de la partie glomérulaire de la protéine S était facilité. Alors, il faut faire attention avec les données in vitro. C'est qu'un argument. Ce qui compte, évidemment, c'est ce qui se passe. Alors, qu'en est-il du fameux variant anglais? Alors, ce variant anglais, donc, il a plusieurs noms. Les différents variants qui émergent ont des noms assez barbares et l'OMS a la volonté de mettre en place une nomenclature pour qu'on s'y retrouve un peu. Donc, on parle du cluster B117 et ça, donc le cluster, vous le voyez, il est donc représenté à droite dans l'arbre phylogénétique. Et il est en fait identifié par un certain nombre de mutations dont on va reparler. Donc, c'est le cluster B117 et le variant s'appelle VOC pour variant d'intérêt. Variant d'intérêt parce qu'il a été associé, son émergence a été associée à une diffusion plus rapide du virus au Royaume-Uni. Donc, les premières séquences de ce variant sont arrivées à peu près vers le mois de septembre. Donc, ce sont des données anglaises. Et le 15 décembre, elles sont en très grand nombre. Et vous avez à gauche la diffusion du virus au sein du Royaume-Uni. Alors, il n'y a pas vraiment, donc on dit de ce virus qu'il est 50 à 70% plus contagieux, plus transmissible que le virus ancestral. Et ça vient de données de modélisation épidémiologique qu'il est difficile en fait de lire puisque c'est une comparaison un petit peu globale qui compare notamment les R0 avec une augmentation du R0, mais toujours se rappeler qu'il n'y a pas que le virus, il y a aussi le comportement des personnes et également l'existence de superpropagateurs. Donc les virologues sont pas forcément tous convaincus que le coupable, le variant est coupable de tout. Donc, vous avez là les mutations qui définissent ce variant et vous voyez les petites points rouges qui signalent qu'en fait, il y a des mutations tout au long du génome. Les plus nombreuses sont au sein de la protéine S et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de signaux. Vous avez la délétion 69-70 qui a été décrite dans un contexte d'échappement immunitaire et qui nous permet, cette délétion, d'avoir une méthode de détection, de screening de ce variant en utilisant un kit commercial qui amplifie, dont une des cibles se situe dans cette région. Et donc ça, c'est un petit peu une chance pour le détecter. Mais tout ce qui est détecté par ce kit, qui est le kit Thermo Fisher, n'est pas du variant anglais. Mais il y a quand même une assez bonne corrélation. Vous avez la fameuse mutation N501Y. 501, c'est un des 6 résidus clés du récepteur binding domain. Ça augmente l'affinité pour le récepteur ACE2. Et c'est une mutation qui semble vraiment avoir un rôle important puisqu'à elle seule, elle permet l'adaptation du virus à la souris. Vous avez la mutation P681H qui est un site adjacent au site de clivage et qui aurait une activité biologique significative. Et au niveau de l'ORF8, vous avez un codon stop qui dit que, en fait, il y a une probable perte d'expression de
de ce gène. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Il y avait un petit cluster en mars 2020 à Singapour, avec des formes qui auraient pu être cliniquement atténuées. Bon, c'était pas très, très probant, et ce cluster, en fait, a disparu. Donc, on trace ce variant. Ce variant, il est surtout présent au Royaume-Uni. Là, à la date de la diapositive, la France en avait 14, on avait vu 14. Il y a eu un flash test réalisé par le CNR des virus respiratoires la semaine dernière qui montre que sur les très nombreuses PCR positives de jeudi-vendredi dernier, on détecte uniquement 1% de variant. Donc, il est en France, mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il a fait de gros clusters. Et je terminerai par cette diapositive. C'est une sorte, enfin, c'est un éditorial qui dit finalement que le talon d'Achille de ce virus, c'est probablement son faible niveau de diversité au niveau de la protéine S. Et vous avez ce schéma qui est un très beau schéma qui montre la diversité des protéines de surface de différents virus et qui montre que plus le rond est gros, moins vous avez de possibilités vaccinales. Donc, vous avez l'hépatite C, la grippe A et l'HIV1, donc avec une très grande diversité au niveau de la protéine de surface, mais ce sont des virus qui sont installés dans la population humaine, qui ont déjà subi beaucoup de pression et dont 2 donnent des infections chroniques. Vous avez ensuite des paramyxovirus, les oreillons et la rougeole, pour lesquels qui sont donc la diversité au sein de la protéine de surface est plus contrainte et vous avez une efficacité vaccinale importante, mais ces virus s'en sortent parce que même s'il n'est pas tellement possible pour eux d'avoir des variants d'échappement, leur R0 est tellement élevé qu'il faut avoir en fait beaucoup de monde vacciné. Et puis vous avez les ronds rouges qui correspondent au coronavirus. Et si il faut se méfier, parce que ça pourrait être une bonne nouvelle, un vaccin pourrait en fait régler le problème du SARS-CoV-2 et n'aurait pas beaucoup de problèmes de variants d'échappement et d'adaptation vaccinale dans les années qui viennent, mais il faut garder à l'esprit que ce virus est encore en cours d'émergence, qu'il n'a pas beaucoup subi de pression immunitaire naturelle, puisqu'on n'est pas encore arrivé à l'immunité collective, ni de pression vaccinale, et que cette donnée est quand même reste à vérifier. Donc, surveillance nécessaire. Voilà, je passe sur cette histoire de Vison et je vous remercie pour votre attention.